Bonjour, bonjour. Bertrand Mariot, avocat à la cour. Pour vous servir. Aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, la question de la déductibilité fiscale des dons et libéralités versés à des organismes reconnus d'utilité publique ou autres entités publiques et, et donc les libéralités en question concernées. Voilà. Question très intéressante. Voilà. Donc, bon, en tant qu'étude d'avocat, ayant une vision et une mission appuyée et dirigée vers les entreprises sociales, largement définies de manière supralégale, comme nous le faisons ici, comme vous le savez, il nous semblait important d'évoquer ici aussi donc les organismes publics ou apparentés. En effet, ces entités possèdent indéniablement et nécessairement un impact sociétal fondamental. Que cela soit par exemple au niveau d'activités que nous prenons pour acquises, que sont par exemple tout le secteur de la santé ou encore des secours, qui sont des choses de base mais qui ont un impact sociétal indéniable. Et ça me fait penser à ce niveau-là, notamment au niveau des organismes de secours qui est évoqué dans cet exposé, à la superbe autobiographie de Benjamin Franklin. C'était une des œuvres qui était à l'origine de ce cabinet d'ailleurs. Et cela m'avait beaucoup inspiré avant que je me décide de m'engager pleinement en tant qu'étude de l'entrepreneuriat social, juste après mon expérience à la Banque européenne d'investissement notamment, et juste avant d'étudier de manière plus approfondie le sujet. Et il y évoque notamment Benjamin Franklin, ses grandes qualités d'entrepreneur social, ou même d'investisseur social, tout simplement. Et il me semble, créé un des premiers corps d'incendie, si je me souviens bien, de secours et d'incendie, et cela de manière totalement privée, euh, dans les États-Unis naissants de l'époque, mais voilà. Euh, et donc, effectivement, ici, on parle aussi d'organismes publics. Et voilà. Mais ces questions demeurent, on parle aussi d'organismes publics, et voilà, ces questions demeurent passionnantes, n'est-ce pas? Et on parle aussi encore d'organismes culturels, et cela rentre encore dans notre définition de base de l'entrepreneuriat social, qui n'est pas forcément juridique, l'impact sociétal non plus d'ailleurs, l'impact sociétal non plus. Même si la loi de 2016 a bien avancé à cet égard, il y a encore beaucoup de travail à faire, je pense. L'entrepreneuriat social ne date donc pas d'hier, n'est-ce pas? Et bien sûr, le secteur éducatif, et par les bourses d'études notamment, on va voir qu'il y a une référence au secteur éducatif, par les bourses d'études notamment, ou les donations effectuées à certains instituts, ou bien entendu les activités qui ont trait au développement international, avec la référence aux organisations non gouvernementales de développement, encore appelées ONGD. Toutes ces organisations ont donc un impact sociétal local de premier plan. Et on pourrait même rajouter certaines forces pour parler à nos amis militaires ou anciens militaires qui font du maintien de la paix, par exemple, et notamment dans des petits pays comme le nôtre, et dans d'autres petits pays où il y a des forces de maintien de la paix absolument essentielles dans le monde. Voilà. Voilà. Parenthèse fermée pour éviter toute polémique parfois. Voilà. Toutes ces organisations ont donc un impact sociétal. Les organisations dont on va faire référence ont un impact sociétal indéniable, local de premier plan, national et européen aussi, donc, et international. Ça, on va en parler. Là, c'est vraiment cet exposé. C'est intéressant parce qu'on aborde vraiment des choses vastes. Donc, nous verrons aussi que la liste peut paraître un peu longue, et tant mieux, je dirais,
Mais cela demeure tout à fait intéressant et éminemment bon à savoir, n'est-ce pas? Certains dons et libéralités sont donc déductibles fiscalement. Ils seront notamment à déduire comme dépenses spéciales dans le chef des donateurs. Il s'agit ainsi notamment des dons et libéralités versés à des organismes reconnus d'utilité publique, mais pas seulement. L'article 109 de la loi de 1967 sur l'impôt sur le revenu nous indique notamment que sont déductibles du total des revenus nets les libéralités visées à l'article 112 de la dite loi. Il s'agit des suivantes, donc, les libéralités. On va parler donc des dons en espèces, et ensuite on parlera encore des dons en espèces ou en nature qui sont concernés, et on parlera enfin du plafond. Voilà, voilà. Donc les dons en espèces. Les dons en espèces, les dons versés en argent aux organismes qui suivent sont ainsi déductibles fiscalement. Il s'agit des dons versés à des organismes reconnus d'utilité publique, par une loi spéciale ou en vertu des articles 26.2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928. Le 26.2, c'est tout ce qui concerne la reconnaissance, le statut de reconnaissance d'utilité publique des associations notamment, et 27 et suivants, c'est tout ce qui concerne la législation sur les fondations, qui, comme vous le savez, les fondations sont d'office des organismes reconnus d'utilité publique. Donc de la loi, on parle bien en ce moment de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. Voilà, ces références légales. Ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation. On parle, voilà, toujours à cet égard. Une fondation visée par le présent article. Donc aux offices aussi sociaux des communes et aux hospices civils, au centre, on parle de tout cela, là, on va répéter, là, parce qu'on fait des petites parenthèses, il ne faut pas qu'on perde, faut qu'on garde le fil. Donc les dons versés en argent aux organismes qui suivent sont ainsi déductibles fiscalement. Il s'agit des dons versés, donc on parlait en premier chef des organismes reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26.2 et 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928, une chose assez classique, somme toute, dans l'exposé, dans le thème de l'exposé qui nous intéresse, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article. Aux offices sociaux des communes et aux hospices civils, je coupe la connexion Internet en même temps parce que c'est pour éviter le souffle dans l'ordinateur, mais je pense qu'il y a quand même encore du souffle, donc je vous prie de m'en excuser. Voilà. Je vais couper cette connexion. Voilà. Des dons, donc aux offices, donc les dons versés en argent aux organismes qui suivent sont ainsi déductibles fiscalement. Il s'agit des dons versés, donc on a évoqué les organismes reconnus d'utilité publique. Ensuite, aux offices, les dons versés aux offices sociaux des communes et aux hospices civils, au centre hospitalier de Luxembourg, aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l'article 7 de la loi sur la coopération internationale, la coopération du développement, et on parle ici des ONGD, les organisations non gouvernementales agréées, au centre de recherche publique, au centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au parc Osingen, au centre d'études de population de pauvreté et de politique socio-économique, au Fonds national de la recherche, au centre national sportif et culturel. Donc vous voyez, tout ça là, c'est intéressant parce que ça va dans le sport, ça va dans la statistique, au centre culturel de rencontre à Abbaye de Neumünster, au centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, à la salle de concert Grande-Duchesse Joséphine Charlotte, à l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dénommé Université de Luxembourg, n'est-ce pas, au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, au Centre de musique amplifiée, au Centre hospitalier du Nord, à l'œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte,
A. L'établissement public Laboratoire National de Santé, au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Science and Technology, au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Health, donc voilà, Luxembourg Institute of Health, n'est-ce pas? Et au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research. Au fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d'organismes à caractère collectif, à l'établissement public corps grand-ducal d'incendie et de secours, c'est ce dont je faisais référence en introduction. Voilà, le corps grand-ducal d'incendie et de secours, voilà, le corps grand-ducal d'incendie et de secours, ainsi qu'aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Association européenne de libre-échange. ALE. Rappelons ici que l'ALE comprend notamment la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. L'ALE assure la gestion de l'espace économique européen qui comprend l'Union européenne et 3 pays de l'AELE, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas la Suisse. Ensuite, les dons en espèces ou en nature. Là, c'est les dons en espèces ou en nature, donc ça comprend aussi des dons en nature. Au Fonds culturel national ainsi que les dons par l'intermédiaire du Fonds aux institutions et organismes culturels visés à l'article 8 de la loi du 4 mars 1982, portant création d'un Fonds culturel national et modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'AELE, ayant un but identique à celui du fonds culturel. Oui, c'est vraiment, on va loin, puisqu'on englobe aussi largement l'Europe. Au sens large, voilà, au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ainsi que les dons, je vous prie de m'excuser encore une fois pour le souffle sur l'ordinateur, donc au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ainsi que les dons par l'intermédiaire du Fonds au Centre national de l'audiovisuel, ou à d'autres organismes de l'audiovisuel reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26.2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928. Là, le législateur fiscal réaffirme la législation de la reconnaissance d'utilité publique, que sont les articles 26.2 de la loi 1928 et 27 et suivants pour les fondations. 26.2, c'est pour les associations, et 27 et suivant, c'est la législation qui concerne le droit des fondations sur les associations et fondations sans but lucratif. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d'un État membre de l'Union européenne, encore une fois, ou d'un État membre de l'AELE, ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède. Voilà, c'est très important tout cela parce que ça rayonne dans toute l'Europe, au sens large, pas que l'Union européenne. Les sommes affectées à la fondation de bourses d'études et à la dotation de bourses existantes, à la condition que l'acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L'absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l'administrateur receveur des bourses d'études. Dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique, les dons en espèces vous direz bien sûr, c'est l'élément final, mais c'est la cerise sur le gâteau, les dons en espèces à nos chères sociétés d'impact sociétal, dûment agréées et à condition que, bien sûr, le capital social de telle société soit constitué à 100% de part d'impact. Voilà, nos sociétés d'impact sociétal qui sont aussi quelque part un peu des problèmes personnels à l'origine
de la création de cette étude, l'étude Bertrand Mario avocat, et voilà, donc les sociétés d'impact sociétal de la loi de 2016, à condition que le capital social de ces sociétés soit constitué à 100% de parts d'impact. S'agissant maintenant, pour terminer, du plafond, c'est libéralité déductible. Là, on dépasse un petit peu les durées habituelles de nos publications, de nos posts, de nos publications. On en est à plus de 15 minutes, voilà. J'espère que c'est assez intéressant et que c'est toujours aussi intéressant et captivant. Plafond. Donc ces libéralités déductibles en question ne doivent pas dépasser 25% des revenus nets. Et elles ne doivent pas non plus dépasser 1 million d'euros. Et cependant, si nous dépassons le plafond en question, on peut toujours étaler les dites libéralités sur les 2 années qui suivent. Voilà, voilà. Donc pour aller plus loin, article 109.1, troisième point, et article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020. À la page 100. Comme j'en ai l'habitude, en bon juriste forcené que je suis, je vais expliciter in extenso les dispositions en question. Donc vous pouvez cesser d'écoute pour les gens que ça n'intéresse plus d'apprendre un peu par cœur. Voilà, mais je pense que voilà, c'est juste un conseil. Je pense que ça peut être toujours intéressant, surtout si vous êtes en charge d'organismes ou quoi, de rajouter une couche sur tout cela et pour pouvoir bien communiquer auprès de votre entourage et au-delà. Voilà, donc c'est toujours la répétition, c'est un élément de l'enseignement. Hein. C'est peut-être parfois, ça peut paraître ennuyeux, mais c'est un élément de l'enseignement et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et voilà, donc moi j'aime bien, c'est un peu comme ça que j'ai appris mon droit. Voilà, donc je vais, voilà, j'évoque l'article 109.1, donc 109.1 et troisième point. Donc 109.1, troisième point de la loi de 1967 sur l'impôt sur le revenu. 109.1. Sont déductibles du total des revenus nets dans la mesure où elles ne sont considérées ni comme dépenses d'exploitation ni comme frais d'obtention les charges et dépenses suivantes qualifiées de dépenses spéciales. Ça, c'est donc le paragraphe introductif, la phrase introductive de notre article 109.1. Donc 109.1, voilà. Et nous allons directement au point 3. Le point 3, les libéralités visées à l'article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas 25%. 20%, pardon, c'est 20% du total des revenus nets. Et non pas 25%, j'avais dit 20%, j'ai dit 25% et j'avais dit 25% dans l'exposé, c'est donc 20%, je m'en excuse. Je vous prie de m'en excuser. Voilà, donc c'est 20%, pas dépassé, il ne faudra pas dépasser, donc le plafond en question, il ne faudra pas dépasser 20% dans la mesure où elle ne dépasse pas 20%, nous dit l'article 119, non pardon, 109, là. Article 109.1, troisième point, donc les libéralités visées à l'article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas 20% du total des revenus nets ni 1 million d'euros. Et les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les 2 années d'imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites. Voilà, comme je vous l'indiquais aussi. Que dit notre article 112 ? Voilà, je modifie les 20%. Donc l'article, c'est 20%. Hein. L'article 112, que dit notre article 112 de la loi de 1967 sur l'impôt sur le revenu ? Je vais recouper ma connexion Internet pour le souffle. Donc, l'article 112, voilà, sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l'alinéa 1er numéro 3 de l'article 109. Là, la liste est un peu longue, mais en même temps, tant mieux, comme je pensais tout à l'heure.
Les dons en espèces à des organismes reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26.2 et 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article. Aux offices sociaux des communes et aux hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg, aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l'article 7, donc les ONGD, de la loi sur la coopération du développement, au Centre de recherche publique, au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, au Parc Osingen, au Centre d'études de population, de pauvreté et de politique socio-économique, au Fonds national de la recherche, au Centre national sportif et culturel, au Centre culturel de rencontre abbaye de Neumünster, au Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, à la salle de concert Grande-Duchesse Joséphine Charlotte, à l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dénommé Université de Luxembourg, au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, au Centre de musique amplifiée, au Centre hospitalier du Nord, à l'œuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte, à l'établissement public Laboratoire national de santé, au Centre de recherche publique dénommé Luxembourg Institute of Science and Technology, au Centre de recherche publique dénommé Luxembourg Institute of Health, et au Centre de recherche publique dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d'organismes à caractère collectif, donc à l'établissement public corps grand-ducal d'incendie et de secours, ainsi qu'aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État membre de l'Association européenne de libre-échange. Voilà, donc un État membre de l'Union européenne, donc, et un État membre de l'AELE. Les dons en espèces ou en nature au Fonds culturel national ainsi que les dons par l'intermédiaire du Fonds aux institutions et organismes culturels visés à l'article 8 de la loi du 4 mars 1982 portant création d'un fonds culturel national et modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange ayant un but identique à celui du Fonds culturel. Ensuite, les dons en espèces ou en nature au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, ainsi que les dons par l'intermédiaire du Fonds au Centre national de l'audiovisuel ou à d'autres organismes de l'audiovisuel reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26, 2, 20 et 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif. Donc là, le législateur en rajoute une couche à niveau des associations et fondations reconnues d'utilité publique. Les fondations sont déjà d'office. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède. Les sommes affectées à la bourse à la fondation de bourses d'études et à la dotation de bourses existantes, à la condition que l'acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté, l'absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l'administrateur receveur des bourses d'études, dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. Les sommes affectées à la fondation de bourses de recherche scientifique, les dons en espèces à des sociétés d'impact sociétal, comme on le disait, dûment agréé à condition que le capital social de telle société soit constitué à 100% de parts d'impact. Ensuite, les dons en nature alloués au Fonds culturel national et au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Donc les dons en nature alloués au Fonds culturel national et au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation. Oui, bon, ça c'était le point 2.
Il en est de même de notre article 112, il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l'alinéa 1er, numéro 2 et 2A. Voilà, et le troisièmement de l'article 112 nous rappelle qu'un règlement grand-ducal peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération. Voilà pour notre exposé de ce jour. J'espère que ça vous a quand même captivé et intéressé. Voilà, merci beaucoup de votre attention et je me réjouis d'avance de continuer à faire mes exposés quotidiens pour vous. À très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour.